Nous sommes à 6 mois des élections présidentielles de mai 1981. Devant des millions de téléspectateurs, Coluche annonce sa candidature. Je suis venu vous dire solennellement que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Ce qui au départ n'était qu'une blague devient vite très sérieux. Plus de 2 Français sur 10 sont prêts à voter pour Coluche. Face à Giscard et Mitterrand, l'humoriste est forcément un candidat gênant. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes. Coluche, c'est pas drôle, finalement. L'élection du président de la République devient une espèce de comédie. Eh ben, c'est autre chose qu'une comédie, l'élection d'un président de la République. Les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs. C'est un danger, il devient dangereux politiquement. Dans cette affaire, il y a de quoi déstabiliser Giscard. C'est autant de voix en moins pour Mitterrand au premier tour. Les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis. Il ridiculise la politique en général. Ce mec-là, faut plus qu'il parle. À un moment, il devient flagrant qu'on n'en parle plus dans la presse, que dans les radios, on l'évite, et qu'à la télévision, il n'est plus invité. Censure, pression, menaces. Nous allons vous raconter comment des hommes politiques vont tout mettre en œuvre pour empêcher l'humoriste de se présenter aux élections. Les raisons qui poussent Coluche à se présenter aux élections présidentielles n'ont au départ rien de politique. Il s'agit en fait d'une vengeance. Février 1980. Nous sommes à plus d'1 an des élections. Coluche est une star et il fait rire la France entière. On entend bien le moteur, là. Non, je dis c'est un diesel. Tous les soirs, l'humoriste fait salle comble. Ses fans se comptent par dizaines de milliers. Alors les médias veulent en profiter. Exemple, Radio Monte-Carlo. La station du sud de la France est en perte de vitesse et décide d'engager Coluche. On double l'audience du jour au lendemain et nous savons que tous les jeunes qui sortent de l'école se précipitent chez eux pour aller écouter Coluche sur Radio Monte-Carlo. Donc il y avait véritablement un mouvement, c'est clair. On est satisfait parce que ça déménage. Ça déménage dans un côté provocateur qui allait secouer un peu dans les chaumières. Mais je me rappelle, j'étais dans mon bureau à Monaco, je l'ai écouté tous les jours et tous les jours en ouvrant l'antenne, je me disais, qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le dos aujourd'hui? Qu'est-ce qui va encore sortir? Car Coluche est incontrôlable. Très vite, les gros mots et les insultes pleuvent à l'antenne. Écoutez, hein, Coluche, moi le jeu, je me le mets au cul. Ah, très bien. Ben, on vous le taille en pointe. Parce que sans ça, vous allez avoir du mal, hein. Écoutez, madame, justement, je vais vous dire, à propos de se le foutre au cul, notre jeu, vous allez voir que vous n'êtes pas tombé loin, vous auriez pratiquement pu gagner. L'humoriste fait monter l'audience. Seulement, il est vulgaire. Et à Monaco, siège de la radio et refuge tranquille de riches retraités, l'humour du comique ne passe pas du tout. On a ceux qui trouvent que c'est inadmissible que l'on puisse parler comme ça sur une antenne, parce qu'ils racontent des histoires avec le langage qui est devenu un langage courant aujourd'hui, qu'on utilise. On reçoit des coups de téléphone, on reçoit des lettres. Vous vous rendez compte ce que dit Coluche, puis les enfants entendent ça, puis Monaco, c'est Monaco, donc voilà. Après les lettres des auditeurs, le mécontentement vient cette fois de la famille princière qui est actionnaire de Radio Monte-Carlo. Un proche collaborateur du prince régné appelle Michel Bassy, le patron de la station, et voilà ce qu'il lui dit. C'était vous ou lui, quoi. Si vous voulez continuer avec votre équipe, faut pas garder Coluche, quoi. C'était ça qui était le message. C'est pas possible que on raconte des histoires de cul sur l'antenne de Radio Monte-Carlo, quoi. Ainsi, après une semaine seulement sur RMC, Coluche est remercié. L'humoriste ne supporte pas d'être bâillonné, alors il a décidé de prendre sa revanche. Le jour même de son renvoi, un de ses amis lui suggère une idée folle. Je dis là, il y a une seule façon de les bloquer, c'est se présenter comme à l'élection présidentielle.
Être candidat à la présidentielle, c'est le seul moyen, selon Romain Goupil, pour échapper à la censure. C'est ce qu'il propose à Coluche. C'est là, comme citoyen, ils ne peuvent pas t'empêcher de parler, tu pourras dire ce que tu veux. Et on imaginait les interventions télé, la provocation en direct. Alors là, je ne vois pas comment ils pourraient couper l'antenne si tu es candidat à l'élection présidentielle. Un comique dans la course à l'Élysée, Coluche trouve l'idée excellente. L'humoriste décide de devenir candidat à l'élection présidentielle de mai 1981. L'homme à la salopette veut montrer à la France entière qu'il est capable de se lancer dans la course à l'Élysée. Mais voilà, l'humoriste n'a pas de parti politique. Alors pour être crédible, il doit préparer minutieusement un programme. Pendant des mois, 2 hommes vont être ses conseillers de l'ombre. Jean-Michel Vaguelzy, 28 ans, secrétaire de l'humoriste. Et Romain Goupil, 32 ans, cinéaste. Ensemble, ils ont une idée, faire de Coluche le porte-parole des marginaux. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. L'électorat de Coluche, ce sont les exclus, ceux qui ne votent pas. Le potentiel est énorme. En France, 30% d'abstentionnistes. Si tous les abstentionnistes votent, ça fait 30% des voix. Or, qu'est-ce qui caractérise les abstentionnistes? Ça, c'est l'analyse politique, c'est que ce sont des minorités. Les crasseux, les drogués, les homosexuels, les non-inscrits, les lesbiennes. Et les minorités mises bout à bout, ça fait la majorité. Coluche a un message, reste maintenant à le faire passer. Pour annoncer sa candidature, le lieu est tout trouvé. Ce sera le théâtre du Gymnase à Paris, là où l'humoriste fait ses galas. C'est marrant la politique. Les hommes politiques sont marrants. Encore que je ne pense pas qu'ils nous feront un jour autant marrer qu'ils nous emmerdent. Cette fois, il ne s'agit pas d'un sketch. Pour annoncer qu'il se présente à l'élection, il va inviter toute la presse. Le Monde, France Soir, Libération, Le Figaro seront présents. Car l'objectif est de faire un coup médiatique. Ce qu'il nous fallait, c'est toute la presse, tout. Allez, on voulait tout. Parce que rien de ce que fait Coluche est fait en dilettante. Quand il fait un truc, il le fait à fond, totalement. Et voici comment Coluche s'est préparé à sa conférence de presse en vrai professionnel de la politique. Le cap des 1 500 000 chômeurs est franchi. Ah, quand même, on y est arrivé. On les a eus, nous, 1 500 000. Tiens, racisme anti-homo, ça c'est bon pour nous. Ouais. Les homos, normalement, ils doivent voter pour nous. Chez lui, à Paris, pendant des heures, Jean-Michel Vaguelzy et Romain Goupil vont lui faire de véritables trainings pour savoir comment répondre aux questions de la presse. Alors, les questions pièges, c'est est-ce que ça ressemble pas à Poujade? C'est-à-dire un candidat qui servirait à réunir les mécontents? Ça, c'est une question piège. On va analyser ou essayer d'analyser ce que les journalistes vont poser comme question et de réfléchir à comment répondre. Pourquoi vous présentez? C'est une question. Pourquoi le faire, puisque personne ne vous y oblige? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que votre candidature est sérieuse? C'est ça, en gros, les pièges, tu vois, de la... Peut-être qu'ils vont me poser des questions par rapport à la peine de mort, vu que ça fait le 3e mec qui est condamné à mort. Quelle position j'ai contre la peine de mort? Par rapport à la peine de mort ou par rapport... Eh ben, je suis contre, moi, non? Je suis pas contre, moi, la peine de mort? T'es contre, moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis contre la peine de mort. 30 octobre 1980, théâtre du Gymnase, c'est le grand jour. Une centaine de journalistes assistent à la conférence de presse de l'humoriste. Ce jour-là, Coluche annonce officiellement qu'il est candidat à la présidence de la République. Alors la raison pour laquelle je me présente aux élections, c'est donc à cause de ce tas de gens qui sont pas représentés par la politique, qui en sont des consommateurs et qui subissent la politique. Devant la presse, Coluche annonce clairement son objectif.
Être le candidat de ceux qui ne sont jamais représentés politiquement. Les 1 500 000 chômeurs, comme les PD, comme les nègres, comme tous les parasites, les faiseurs de pâte à roulettes, les appelés du contingent et tout ça, sont des gens qui, pour l'instant, sont rejetés par la société et qui ne valent rien vis-à-vis des hommes politiques, même de gauche. Donc je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux. Le lendemain de la conférence de presse, Coluche candidat fait la une des journaux. Mais les commentateurs politiques n'y accordent que peu de crédit. On est tous un petit peu estomaqués et en réalité on pense que c'est plus le fait d'un homme qui se saisit de la tribune pour se faire connaître, faire valoir éventuellement ses idées, que quelqu'un qui a une chance sérieuse d'aller jusqu'au bout et qui va compter. On a l'impression que tout ça est quelque chose qui ne va pas durer bien longtemps. Les gens sérieux ne croient pas à la personne qui n'a ni expérience, ni compétence, ni passé. C'est soit la rigolade, soit l'indifférence, le coup du mépris. Honnêtement, je ne le prenais pas pour un penseur politique. Je ne le prenais même pas pour un acteur politique amateur. On s'en fichait de sa candidature. On savait bien que de toute façon, il était peu vraisemblable qu'elle aille jusqu'au bout. Et quand tout état de cause, si elle avait été jusqu'au bout, elle aurait été totalement marginale. L'éminent journaliste politique Alain Duhamel va très vite comprendre qu'il s'est trompé, car Coluche va bientôt réaliser l'impossible. En quelques semaines, Coluche l'amuseur va devenir un des hommes politiques les plus à craindre. Le 14 décembre 1980, une information inattendue sort à la une du journal du dimanche. L'humoriste est crédité de 16% d'intention de vote au premier tour. C'est à peu près 2 Français sur 10. Coluche est tellement surpris qu'il n'arrive pas à y croire. C'est tellement gros que quand on cherche à analyser le sondage, d'abord on cherche où c'est bidon. Où est-ce que c'est bidon, où est-ce que c'est trafiqué? Mais le sondage est bien réel. Dans les journaux, c'est la stupéfaction. Les journalistes politiques qui la veille encore méprisaient Coluche sont sous le choc. Ça a été carrément une déflagration. Sous-estimé, mal analysé, pas très bien pris en compte. C'est vrai, mais ça a été une déflagration. Tout le monde a été très surpris, oui. Enfin bref, ce qui, au départ, n'apparaissait que comme une plaisanterie, est en train de prendre du poids, est en train de prendre du sérieux, est en train de commencer à avoir l'air d'un événement politique majeur. Pour les 2 candidats à l'élection présidentielle, à droite, le président Giscard d'Estaing, à gauche, le leader du Parti socialiste, François Mitterrand, Coluche n'est plus un amuseur, il est maintenant un concurrent. D'habitude, un trouble fait fait 5 points. 10 points, ça s'était jamais vu. 16 points, c'est une bombe atomique. Giscard, il dit, il faut quand même pas qu'on ridiculise ce pays, sa démocratie, sa République, ses institutions, voire ses oppositions, avec un grand comique se pointe, met une plume dans les fesses et un collant rose, et fait 16-17%. Où va l'image de la France? Du jour au lendemain, l'humoriste devient un phénomène de société. On parle de la France de Coluche. Des centaines de personnalités apportent leur soutien aux candidats humoristes. Parmi elles, Michel Drucker, Eddie Mitchell, France Gall, Gérard Lanvin. Tous les gens viennent, un jour Cohn-Bendit, un jour Johnny Hallyday, un jour, enfin bon, des dizaines et des dizaines de gens. Avec eux, tous les soirs, on fait la République idéale. Ce qui n'était qu'une farce est devenu sérieux. Pour la droite comme pour la gauche, l'humoriste est désormais un réel danger.